ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. Si l'on veut retrouver l'aspect qu'avait Amboise au début du XXe siècle, on peut se pencher sur les cartes postales, nombreuses à l'époque, qui nous montrent la ville telle qu'elle était vers 1900. La gare, par exemple, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup changé en dehors des tenues des gens et des véhicules depuis sa mise en service le 2 avril 1846. Le bout des ponts, par contre, où l'église Notre-Dame est toujours présente, a dû s'adapter à la circulation moderne. Le quai du Général de Gaulle, qui s'appelait à l'époque le Mail, était l'endroit où se tenaient les marchés et les foires, comme ici, la foire de la Sainte-Catherine. Dans le musée Hôtel Morin, on retrouve aujourd'hui la disposition des œuvres telle qu'elle était au début du XXe siècle. Sur la place Michel-Debré, qui s'appelait alors place du Château, on voit que la rue Victor Hugo commençait à la hauteur du bureau de tabac. Au croisement de la rue nationale avec les rues d'Orange et Jean-Jacques Rousseau, des commerces sont toujours présents, mais leur activité et l'aspect des vitrines a bien changé. Quai du Général de Gaulle, on pourrait croire qu'un parc-mètre a remplacé la colonne que les Amboisiens avaient fait ériger à la mémoire de Chaptal, ancien propriétaire du château de Chanteloup. À l'emplacement du parking où se tient le marché, les bâtiments toujours présents servaient d'abattoir. Au croisement de la rue nationale avec les rues Chaptal et Voltaire, on pouvait voir autrefois la cheminée de la tannerie Doumé. Sur la place Saint-Denis, la vue était bouchée par une maison qui a aujourd'hui heureusement disparu. Des immeubles modernes remplacent l'ancien lycée Charles Guinaud, place Richelieu, mais le porche est toujours là. Enfin, rue Victor Hugo, la vue dégagée que nous avons aujourd'hui de la chapelle était autrefois obstruée par un talus arboré. Le Clos Lucé est relié au château d'Amboise par une rue qui porte le nom de Léonard Perrault. L'histoire de cet entrepreneur amboisien, né en 1750, est assez singulière, même si on ne peut exclure qu'elle contienne une part de légende. En se promenant sur le chantier de leur château de Chanteloup, le duc et la duchesse de Choiseul voient un jeune maçon qui porte des pierres. Amusé par le jeune homme, le duc lui aurait demandé ce qui pourrait le rendre heureux et il lui aurait répondu qu'il aimerait avoir un âne et une charrette pour travailler. Le duc s'était alors empressé de lui offrir cet attelage. Cet enfant s'appelait Léonard Perrault. Jeanne d'Orliac, une historienne qui a vécu dans les années 30 dans l'un des deux pavillons qui ont, avec la pagode, survécu à la destruction du château de Chanteloup et qui sont à la grille dorée d'Amboise, raconte que Léonard Perrault réapparaît dans la vie de la duchesse de Choiseul pendant la Révolution lorsque celle-ci vit chichement rue Saint-Dominique à Paris. Il lui aurait rendu visite un jour et, après lui avoir rappelé le cadeau de l'attelage fait des années plus tôt, lui aurait remis une bourse de 200 louis. Il faut dire que depuis qu'il avait reçu son âne et sa charrette du duc de Choiseul, Léonard Perrault était devenu un entrepreneur important. Il avait travaillé pour le roi au service des levées et des turcis, une organisation qui, sous l'Ancien Régime, avait pour mission de construire, surveiller, entretenir ou réparer le système de digues qui borde et protège la Loire.
Il avait fait fortune dans cette activité. Il avait aussi construit la branche nord du pont d'Amboise en remplacement de celui emporté par les flots pendant la Révolution. Pendant cette même Révolution, le tombeau de Choiseul, au cimetière des Ursulines, avait été démoli pour en récupérer le plomb. Un particulier s'était emparé des panneaux de marbre et, en 1802, le préfet de l'époque, Pomeroy, voulait les utiliser pour le musée de Tours. Léonard Perrault se propose alors de relever le tombeau du duc, à ses frais, en moins d'un mois, ce que le préfet accepte. Léonard Perrault sera enterré à côté de son bienfaiteur, dont il avait restauré le tombeau. Il a eu 18 enfants et plus de 300 personnes dans la région font partie de sa descendance. Sur les représentations anciennes d'Amboise, comme ici sur la gravure de Nicolas Tassin de 1630, on constate fréquemment la présence de bateaux. Il faut dire qu'avant l'arrivée du chemin de fer, la Loire était un important moyen de transport. Lorsque saint François de Paule arrive d'Italie, à la demande de Louis XI, il remonte la Loire à partir de Roanne avant d'être accueilli à Amboise par le futur Charles VIII en 1483. Mais c'est surtout pour le commerce que l'on naviguait sur la Loire. Elle servait à transporter les vins produits dans la région que l'on envoyait vers Paris, les pierres et les ardoises pour construire les châteaux, le sel qui venait de la mer, etc. Amboise a eu plusieurs ports, mais le plus remarquable se tenait à l'embouchure de la Masse. C'était l'un des plus importants sur la Loire. Il se trouvait approximativement où, en été, est installée la guinguette. Il ne faut pas oublier que la configuration des lieux n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. La Masse était découverte et se jetait dans la Loire à cet endroit. La marine fluviale était à l'époque une branche importante de l'économie locale. Il y aurait eu, pour le transport des marchandises, jusqu'à 150 bateaux à Amboise qui appartenaient à une quarantaine de mariniers. La batellerie fournissait aussi du travail aux cordiers, aux charpentiers en bateau, aux tonneliers, mais aussi aux cabaretiers. On trouve encore sur les levées des traces de la présence des navires. Parmi les difficultés que rencontraient ces bateaux, il faut signaler le vent qui n'était pas toujours présent pour remonter le courant et le passage des ponts qui nécessitait des manœuvres compliquées et parfois dangereuses puisqu'il fallait abaisser le mât. L'arrivée du train en 1846 porte un coup à l'activité fluviale qui commence à décliner à partir de 1850 jusqu'à disparaître à la fin du XIXe siècle. La notoriété de la chapelle Saint-Hubert est due, en grande partie, au tombeau de Léonard de Vinci qui l'occupe. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'elle possède un chef-d'œuvre du gothique flamboyant, son linteau. Il a été sculpté à la fin du XVe siècle par 3 artistes flamands dont les noms francisés nous sont parvenus, Pierre Minard, Cazin d'Utrecht et Cornille Deneuve. Ce linteau était resté pendant près de 300 ans à l'intérieur d'un bâtiment du château, mais, au début du XIXe siècle, à l'initiative du sénateur Roger Ducos, ce bâtiment, le protégeant, a été détruit et le linteau s'est retrouvé à l'air libre. La pierre de ce linteau, étant du tuffeau, elle a commencé à se dégrader dès qu'elle a subi les intempéries. En 1880, un photographe blésois, Séraphin Mieusement, prend une photo détaillée de ce linteau. Depuis cette date, la sculpture n'a cessé de se détériorer, comme on peut le voir ici en 2020. La restauration de la chapelle, entamée en 2022, a donc été l'occasion d'effectuer un travail important pour tenter de redonner au linteau un aspect proche de celui qu'il avait au XVe siècle. Confié au sculpteur Yannick Kocher, ainsi qu'au restaurateur Sébastien Brunner,
Le résultat de cette restauration est spectaculaire. En plus du nouvel aspect général du linteau, il faut noter 4 modifications importantes. Dans la niche, à côté de Saint-Christophe, se tient un ermite. Depuis 1880, il n'avait rien entre les mains et, en 2022, il n'avait même plus de main. Plusieurs représentations iconographiques du saint le montrent à côté d'un ermite tenant une lanterne. Les responsables de cette restauration, en l'occurrence Étienne Barthélemy, architecte en chef des monuments historiques, en accord avec la Direction régionale des affaires culturelles, ont décidé de remettre entre les mains de l'ermite cette lanterne, considérant qu'à la création du linteau, elle devait être présente. Ce type de décision découle du fait que l'on recherche toujours, dans ce genre de situation, le projet artistique initial. L'enfant Jésus sur les épaules de Saint-Christophe avait été décapité en juin 40 par un obus pendant la bataille de la Loire, la structure avec des sacs de sable qui devaient le protéger ayant été démontée par les soldats. En 1955, on avait remplacé l'enfant Jésus par une sculpture qui n'était pas en tuffeau et il a fallu installer un nouvel enfant Jésus. En 1880, Saint-Christophe s'appuyait sur un bâton vertical. En 2022, ce bâton avait disparu. L'existence d'un trou dans le sol, à gauche du saint, ainsi que dans la conception du linteau, une possible volonté de symétrie avec le fourreau de l'épée de saint Hubert, ont amené les responsables à considérer qu'il devait être incliné à l'origine, et on lui a donné cette orientation. Pour finir, on a aussi considéré que la couronne que tenait l'ange au-dessus de saint Hubert en 1880, et dont il subsistait encore la moitié en 2022, devait à l'origine être une étole. Cette hypothèse est basée sur des traces d'une étole trouvée dans la sculpture du linteau et parce que cette fois encore, plusieurs représentations iconographiques du saint font apparaître un ange avec une étole et cette étole a remplacé la couronne.